on va très certainement terminer cette année 2025 dans le rouge. On est déjà en train d'enregistrer le pire dernier trimestre depuis 7 ans. Actuellement, moins 22,47% sur Bitcoin. On n'avait pas connu une telle baisse depuis 2018 et un repli de plus de 40% sur ce dernier trimestre. Alors on sent que le marché est épuisé, que nous aussi nous sommes épuisés et c'est pas étonnant. Quand on regarde le Crypto Fear and Greed Index, on se rend compte qu'il ne cesse de chuter depuis maintenant plusieurs semaines. Aujourd'hui, il s'établit à 20 et reste en extrême peur. Mais nous, on est toujours là, vous êtes toujours là, on s'accroche parce qu'on sait certainement que l'avenir sera meilleur, même si cela prendra peut-être un petit peu de temps. Alors on va en parler dans cette vidéo, on parle également beaucoup de l'or ces derniers temps, de l'or et de l'argent, mais tu verras que Bitcoin se comporte plutôt très bien face aux métaux précieux. Tout est question de timing. On parlera également du Chicago Mercantile Exchange, de la volatilité actuelle qui pourrait s'atténuer dès ce vendredi. Et puis on souhaitera une belle retraite à un monsieur qui a révolutionné l'investissement. On le surnomme l'oracle d'Omaha. Et on terminera, on parlera de football. Alors je ne suis pas du tout football, je suis plutôt rugby. Et là on parlera précisément de David Beckham. Si tu ne connais pas encore, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Sylvain. Ici tu es sur Objectif Lune. On parle de crypto, d'investissement en général. Si ce contenu t'intéresse, je t'invite à nous le faire savoir en likant la vidéo, en lâchant un pouce bleu. Ça lui donne de la force, énormément de force, et je t'en remercie. Tu peux également nous rejoindre en t'abonnant par ici et activer la petite cloche pour être au fait de toutes nos prochaines vidéos, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, on enchaîne. Hier soir, la Fed a publié son compte rendu de la dernière réunion FOMC. Donc à chaque réunion, on le sait, on a potentiellement un ajustement des taux d'intérêt de la Fed. On a également le discours de Powell. Et bien tout ça est consigné et rapporté quelques semaines plus tard. Et ce rapport est donc sorti hier soir. Il n'y a absolument aucune surprise. La création d'emplois a marqué le pas au cours de cette année, tandis que le chômage a légèrement progressé jusqu'au mois de septembre. D'après la Fed, les indicateurs les plus récents valident cette tendance et les risques sur le marché du travail se sont accentués au cours des derniers mois. L'inflation a progressé depuis le début de l'année et demeure à un niveau relativement élevé. Donc la Fed confirme sa volonté de dynamiser l'emploi et de ramener l'inflation à 2%. Elle juge que les réserves bancaires ont atteint un niveau suffisant et qu'il y aura, si nécessaire, des achats de titres du Trésor à court terme, ceci afin de maintenir un approvisionnement adéquat en réserve. Ce qu'elle a déjà fait, ce qu'elle a déjà mis en place d'ailleurs depuis quelques jours. Au final, les estimations concernant les taux d'intérêt au mois de janvier restent inchangées, 82% de chances que la Fed ne bouge pas les taux. Attention tout de même, cet après-midi, on a la publication des chiffres du chômage. Alors certes, ce sont des datas qui sont hebdomadaires, donc elles auront relativement peu d'impact sur les marchés, mais n'oublions pas que la plupart des chiffres qui ont été publiés jusqu'alors, et peut-être même ce sera le cas celui d'aujourd'hui, eh bien ces chiffres-là sont très précis dus aux conséquences du shutdown. Donc prudence avec les chiffres qui sont publiés actuellement et peut-être même encore dans le courant du mois de janvier. Alors même si la Fed ne semble pas vouloir ses taux avant le mois de mars au minimum, la liquidité mondiale de son côté continue de croître, ce qui est une bonne chose pour les actifs à risque. Reste à savoir maintenant quand est-ce que tout ça va venir enfin se déverser sur Bitcoin et qu'on pourra réellement en profiter. On en a parlé dans la vidéo d'hier à propos de la possibilité, la théorie concernant la rotation des capitaux depuis l'or, depuis l'argent, depuis les métaux précieux vers Bitcoin. Et je te disais que lorsque le Chicago Mercantile Exchange avait relevé ses conditions de marge en 1980 et en 2011, et bien derrière, les prix des métaux précieux ont plongé. Alors cette nuit, le CME a une nouvelle fois relevé ses taux. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la troisième fois en moins d'une semaine. Alors oui, on peut s'attendre à un retournement sur le prix des métaux, même si aujourd'hui il y a quelques différences par rapport à 2011 ou 1980, mais on sait aussi que en répétant le même schéma, eh bien on a le même résultat. Je ne vais pas revenir non plus sur la vidéo d'hier, je te laisserai le lien ici et en description de cette même vidéo. Alors ce que je note, ce que je relève de cette situation, c'est une certaine fébrilité, parce que relever les marges, c'est assurer une certaine garantie pour le Chicago Mercantile Exchange. Garantie que les investisseurs ne fassent pas n'importe quoi. Garantie qu'ils aient de quoi couvrir leur position et qu'ils évitent aussi, donc surtout, de se faire liquider. Parce que quand il y a une liquidation comme ça, en général, ce sont de gros ordres qui passent. Et tout ça peut déclencher derrière une série de liquidations en cascade et donc faire cracher le marché, du moins amener une grosse volatilité. Alors côté volatilité, ça reste cohérent parce qu'on est en période de fête et qu'il y a finalement peu de liquidités globalement sur les marchés. Mais quelque part, ça montre que le CME n'est pas forcément tranquille, n'est pas hyper serein. Et comme tous les marchés sont connectés,
je pense qu'il était intéressant de te partager aujourd'hui cette information. Et puis cette ambiance-là est présente aussi sur Bitcoin. On la retrouve aussi sur Bitcoin. À quasiment chaque ouverture du marché américain, on a une forte volatilité. On a souvent un pump suivi d'un dump. Et ça aussi, on en a parlé, c'est certainement lié aux ordres des ETF qui sont placés avant l'ouverture des États-Unis. Et donc, à chaque fois que les États-Unis ouvrent, eh bien, ces ordres s'exécutent. Et donc, ça déclenche derrière de la volatilité, sachant qu'il n'y a personne sur les marchés. Voilà, ça reste relativement simple. D'ailleurs, si on prend en considération que le bull run qu'on a eu a été porté par les ETF, alors il paraît logique qu'ils aient aujourd'hui encore un certain impact sur le marché. Et là, en fin d'année, on sait que les institutionnels font des ajustements fiscaux. On peut donc penser qu'il s'agit tout simplement de ça, en fait, d'ajustements fiscaux qui se font. Et donc, comme il y a peu de liquidités, une grosse volatilité, etc., etc. En tout cas, ça rend le marché assez illisible pour le moment. Mais si on prend en compte cette théorie-là, alors dès vendredi, dès le 2 janvier, dès la nouvelle année, allez, disons dès la semaine prochaine, dès le début de la semaine prochaine, tout devrait rentrer dans l'ordre, on devrait retrouver un marché un petit peu plus serein. Dans tous les cas, il y en a qui se posent moins de questions. Les détenteurs long terme sur Bitcoin ont nettement diminué leur pression vendeuse ces dernières semaines. Et bonne nouvelle, ils sont même repassés à l'achat. À plus ou moins long terme, c'est quelque chose qui impacte le prix du Bitcoin, qui fait grimper Bitcoin. Je dis bien à plus ou moins long terme, parce que tu le vois sur le graphique, parfois ça prend un certain temps à avoir de réels effets sur Bitcoin. Alors on a parlé de l'or, on a parlé de l'argent, des métaux précieux, et bien sur 10 ans, il faut savoir que Bitcoin a largement éclaté la concurrence. Tu le vois ici, sur cette courbe, Bitcoin en haut, l'argent et l'or en bas. Je pense que ça se passe de commentaires. À toi de choisir dans quoi tu veux investir pour le long terme. Et pourtant, il y en a qui ont encore des doutes. En octobre, Prenetics Global, une société soutenue par Beckham, avait levé 48 millions d'euros afin d'accélérer sa stratégie de trésorerie en Bitcoin. Et hier, les dirigeants de la société de compléments alimentaires ont annoncé se recentrer sur la croissance rapide de la marque et qu'ils ne procéderaient pas non plus à de futures acquisitions de Bitcoin. Alors, outre Beckham, les autres investisseurs comprenaient Kraken, Exodus ou encore American Ventures. Et pour la petite histoire, le Bitcoin s'est changé autour des 114 000 dollars au moment de l'annonce de la levée de fonds du mois d'octobre. Bon, si certains préfèrent détenir de l'euro, on ne peut pas grand-chose pour eux. Comme quoi, l'éducation autour de l'inflation, autour du Bitcoin, a encore du chemin à faire. Je me demande comment on peut être OK pour investir à 114 000 dollars, faire une levée de fonds et faire machine arrière quelques semaines plus tard, tandis que, on est aux alentours, on va dire aux alentours des 90 000 dollars. Je n'ai pas la réponse. Si toi, tu as une idée, peut-être partage-la moi en commentaire. Moi, je ne comprends pas comment à 114 000 dollars, on ait envie d'acheter et plus envie à 90 000 dollars. Alors, il y a tout de même des gens respectables qui ne croient pas au Bitcoin et c'est le cas de Warren Buffett. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce personnage que l'on surnomme l'oracle d'Omaha. Buffett, c'est le fondateur de Berkshire Hathaway, l'un des plus puissants fonds d'investissement au monde. Sa stratégie était simple au final, investir dans des sociétés qui génèrent du cash, qu'elles soient sexy, dans la tendance, sous les feux de la rampe ou pas, qu'importe. Ce que lui regardait, c'est la rentabilité. Parce que pour lui, une action reste une part de l'entreprise réelle. C'est d'ailleurs pour ça que pour lui, Bitcoin n'a aucune valeur, puisqu'il n'est lié à aucune entreprise. Mais d'autres avaient également le même discours. Buffett n'a pas forcément anticipé les tendances majeures. Il s'est concentré sur du palpable avec énormément de patience. Il avait cette capacité à se tenir loin du marché et à observer pendant de longues périodes sans rien toucher. Au final, il quitte Berkshire Hathaway en laissant un portefeuille quasiment vide. Alors quasiment vide, il n'est pas parti avec la caisse, alors il a affiché une performance exceptionnelle de plus de 170% sur ces 10 dernières années. Et il a effectué des ventes massives fin 2024, début 2025, jugeant que le marché, l'économie américaine était en surchauffe et qu'il fallait absolument protéger ses gains. Donc aujourd'hui, Berkshire Hathaway affiche 382 milliards de liquidités. C'est du jamais vu. Et personne ne connaît aujourd'hui encore l'exacte stratégie de son successeur. Nul doute qu'elle ne doit pas être très différente de celle de Warren Buffett. Mais je pense qu'il faudra suivre de très près les prochaines communications ainsi que les prochaines décisions, les prochains investissements de Berkshire. Parce qu'il pourrait bien
venir faire bouger le marché. 382 milliards de dollars sur la table tout de même. Alors je ne pense pas qu'il se tourne vers Bitcoin, je ne pense pas, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais JP Morgan tenait un petit peu le même discours il y a quelques mois avant de se lancer sur le marché de la crypto. Lors de sa précédente élection, Trump était lui aussi farouchement opposé à la crypto. Comme quoi les temps changent et peut-être que un changement d'idée n'est pas à exclure. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je tenais aussi à te souhaiter une excellente fin d'année, un excellent réveillon. Si tu le fais, une pensée à ceux qui travaillent ce soir et demain. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à me le faire savoir. Je t'invite à nous soutenir en lâchant un like. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve l'année prochaine. On se retrouve ici même. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!